Bonjour à tous, je vous souhaite à mon tour la bienvenue dans notre webinaire consacré à la connaissance du monde associatif à la lumière de la crise sanitaire. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, tenté d'estimer l'impact de la crise sanitaire sur la vitalité associative. Nous l'avons fait de manière plus ou moins systématique, plus ou moins collective, mais il me semble qu'il y a trois types d'impacts qui sont ressortis de ce premier retour d'expérience. Le premier, c'est bien sûr l'impact économique, l'impact direct de l'arrêt de l'activité sur certains types d'associations. Il y a des associations dont le modèle économique a été fragilisé. Il y a des associations qui ont du mal à rester connectées avec leurs bénévoles. Il y a des associations qui ont perdu de l'activité et dont le revenu de l'activité était essentiel à leur modèle économique. Recherche et Solidarité a bien documenté et chiffré l'impact de la crise, ce premier impact de la crise sur les associations, comparable à l'impact qu'ont connu les entreprises. Il y a un deuxième type de phénomène qu'on a observé partout dans la société, pas seulement dans les associations, mais dans tous les domaines de la vie sociale, c'est l'accélération d'un certain nombre de tendances. Le phénomène de l'accélération du télétravail est évidemment le plus spectaculaire, mais il y en a beaucoup d'autres. Un peu partout dans le monde économique, dans le monde social, dans notre perception du monde, dans les constructions intellectuelles, on a observé cet effet d'accélération, cet effet parfois de prise de conscience, cet effet de déstabilisation d'idées reçues ou d'habitudes intellectuelles. La crise a amené tout un chacun à re-questionner un certain nombre de choses. Je vous rappelle qu'au début de la crise, pendant le premier confinement, on a vu beaucoup d'acteurs de toute nature s'exprimer sur le monde d'après. Comme si le confinement était une parenthèse qui, quand elle allait se refermer, allait laisser la place à une page blanche. Ce phénomène s'est assez rapidement dissipé à l'été 2020, mais ça a été une première étape qui a été suivie d'une seconde, plus diffuse, plus longue, au cours de laquelle on a commencé à prendre la mesure des transformations les plus visibles, les moins visibles, et à être moins radical et peut-être moins optimiste sur l'effet qu'allait avoir la crise sur la société. Et puis, il y a un troisième type d'impact qui est, alors, pour le coup, très spécifique aux associations, qui a été la mobilisation de l'engagement bénévole et de l'engagement citoyen face à la crise. Ça a pris des formes multiples. Je l'ai pour ma part surtout observé auprès des élus locaux, puisque j'ai eu l'occasion de participer à une mission parlementaire consacrée au retour d'expérience de la première vague de la crise, donc c'était il y a un peu plus d'un an, et j'ai pu mesurer à quel point localement, le rapport entre les associations et les collectivités locales s'était modifié sous l'effet de la crise. Les élus, les décideurs locaux, y compris les décideurs administratifs et techniques des collectivités locales, connaissaient bien entendu les associations, les acteurs associatifs et leur rôle autour d'eux. Ils ont pris la mesure du poids des associations. Et le délégué général de la Fédération des centres sociaux me disait l'été dernier, pour résumer ce qui avait changé pendant la crise sanitaire, me disait traditionnellement, les collectivités, lorsqu'il s'agit de financer un projet, nous demandent de faire la preuve, avant de décider du financement, qu'on est capable de mener le projet à bien. Là, pendant la crise, on nous a dit « faites ce que vous avez prévu de faire et puis on vous suit et on formalisera tout ça après coup ». Cet effet de confiance obligé, sous l'effet de l'urgence, sous l'effet du désarroi des décideurs publics, a probablement fait bouger un cliquet. Modifier la façon dont les élus locaux considèrent les acteurs de la société civile. Et du reste, l'accélération des projets de tiers-lieux,
dans tous les types de collectivités territoriales tend à montrer que quelque chose est en train de se transformer à ce niveau-là. Voilà pour de premières impressions de la crise, je peux dire, mais l'Institut français du monde associatif ne pouvait pas en rester là. Et puisque nous mobilisons des chercheurs, nous nous sommes dit que le regard scientifique, le regard d'un enquêteur plus critique, plus rigoureux, plus affûté sur ces phénomènes était indispensable à une bonne compréhension, en tout cas à l'instant T, puisque évidemment ce regard analytique qui doit s'installer dans la durée, mais en tout cas à l'instant où nous sommes aujourd'hui, le regard des équipes de chercheurs que nous avons mobilisées, que nous soutenons, pouvait être un apport extrêmement précieux à notre compréhension de la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est donc dans cet esprit que nous avons organisé et programmé ce séminaire qui se déroulera en 2 temps. Un premier temps où les équipes de chercheurs que nous partageons vont pouvoir s'exprimer sur ce que leur travail apporte à la connaissance, ce que leur travail apporte au monde associatif. Et puis un deuxième temps où nous organiserons une table ronde avec nos partenaires qui pourront ainsi d'abord témoigner de leur propre perception de la crise dans leur relation avec le monde associatif et peut-être exprimer de manière plus précise les besoins de connaissances nouveaux que la crise a pu susciter. Voilà le contexte dans lequel nous allons travailler ce matin et donc nous allons maintenant laisser la parole à nos équipes de chercheurs. Merci Yannick pour cette introduction. Donc on va entendre en 2 séries, on va entendre 4 premières présentations. Donc ce sont des équipes de chercheurs qui sont soutenues pour les travaux qui vont vous être présentés. Et pour chaque équipe, nous allons donner la parole à un membre de l'équipe dont je présenterai le type des travaux, puis qui nous développera l'apport de son travail à la connaissance et au monde associatif. À l'issue de 4 premières présentations, on fera un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure sur l'espace de discussion. Je distribuerai ensuite les questions aux intervenants sur ce temps d'interaction. Nous allons tout de suite commencer en entendant Patrick Gianfaldoni qui va nous présenter un travail de recherche sur les modèles socio-économiques versus social business model, une recherche comparative intersectorielle et interterritoriale. Et c'est un travail de recherche qu'il porte avec Laurent Gardin et Florence Gianni-Catrice. Patrick. Bonjour à tous, vous m'entendez bien, j'imagine. Donc, je vais en 10 minutes vous faire une présentation synthétique de la recherche que nous avons initiée, on va dire, au cours du mois de juin-juillet dernier. Patrick, pardon, ça sera 5 minutes. 5 minutes, ok. Voilà. Donc, cette recherche porte effectivement sur les modèles socio-économiques, mais en y intégrant une réflexion sur les social business models, dans le sens où nous avons fait le choix collectivement avec Laurent et Florence, mais avec toute l'équipe, puisque nous sommes assez nombreux dans cette équipe, puisque on a 3 axes sur lesquels je vais revenir très rapidement. Nous avons fait le choix d'intégrer à la réflexion sur la MSE une réflexion sur les social business models. L'idée étant de tester l'évolution de l'approche des modèles socio-économiques dans 3 champs ou secteurs d'activité ou secteurs professionnels qui sont à la fois un secteur assez traditionnel de l'action sociale, dans le socio-culturel, socio-éducatif des centres sociaux pour l'essentiel. Et puis, nous avons fait le choix de faire un comparatif avec notre secteur qui est un secteur professionnel de l'insertion et en particulier de l'insertion par l'activité économique, et qui n'est pas a priori comparable, et un troisième champ qui est plus un champ qu'un secteur, un champ exploratoire qui est le champ des tiers-lieux.
sachant que sur ce troisième champ, on a une diversité en termes de typologie, des formes, des structures et des principes à la base des tiers-lieux. Donc, dans ce cadre-là, le triple objectif est à la fois un objectif de montrer comment les modèles socio-économiques évoluent ces dernières années et tendent de plus en plus à mettre en valeur la dimension économique, tout en gardant comme cadre général une approche en 3 niveaux. Premier niveau, donc, essayer de comprendre du mieux possible le projet social porté dans chacun de ces secteurs ou de ces champs, le projet associatif en deuxième lieu, et enfin, donc, travailler et analyser le modèle économique en tant que tel. Et essayer de voir donc finalement ce qui est en train d'évoluer dans les liens, à travers plutôt les liens ou les relations ou les rapports entre ces 3 niveaux. En fait, au cours de ces derniers mois, on a pu percevoir évidemment qu'il y avait de sacrées différences entre ces secteurs ou ces champs, puisque dans le secteur traditionnel des centres sociaux, on se trouve toujours dans une approche où le projet social est totalement connecté à l'action publique, de par les financements ou les effets de tutelle, alors même que dans le champ des tiers-lieux, à l'opposé, on se trouve encore dans une dynamique très exploratoire, qui n'est pas du tout stabilisée, et avec des formes structurelles qui sont assez dissemblables entre, d'un côté, des tiers-lieux citoyens et de l'autre, des tiers-lieux qui sont très entrepreneuriaux. Le choix de ces 3 champs, pour étudier donc les associations employeurs, puisque c'est quand même le cœur de notre démarche, devrait nous permettre, d'ici 1 an, donc, de dégager des perspectives analytiques sur l'hétérogénéité, à la fois dans l'antériorité de ces secteurs ou ces champs, ou dans l'émergence ou dans la structuration en cours, la diversité évidemment des formes institutionnelles et organisationnelles, et enfin le rapport aux logiques d'acteurs publics, à la fois financement et tutelle, mais aussi les partenariats ou les types de partenariats qui se développent entre les associations employeurs ou employeuses et les partenaires privés divers et variés, partenaires philanthropiques ou non, qui apportent à la fois des financements, mais aussi qui apportent, disons, leurs compétences et leurs qualifications dans le cadre des stratégies ou des dimensions fonctionnelles ou opérationnelles de ces associations. Le dernier point important, me semble-t-il, que l'on peut observer, et il nous faudra donc voir donc à la fois les convergences et des effets des divergences. Le dernier point important, me semble-t-il, c'est à travers les relations et les rapports à l'environnement, quel est le poids ou quelle est la tendance en termes de coordination-coopération. Est-ce qu'il y a des concentrations, des formes de concentration, et quel type de forme de concentration? Et enfin, donc, les types d'alliances qui se développent entre les différents acteurs qui participent en termes de parties prenantes, de multiparties prenantes, au développement de ces associés employeurs. Alors, pour aller vite, là, puisqu'il me reste 30 secondes, notre objectif, c'est à la fois de développer une étude comparative territoriale. Pour donner qu'un exemple, donc, puisque je n'ai pas le temps de trop développer, sur les centres sociaux, on va faire un comparatif entre le territoire du Vaucluse et le territoire de l'Hérault, en ayant en tête, donc, puisqu'on a mis en place toute la méthodologie, de faire une comparaison entre 3 centres sociaux dans le Vaucluse et 3 centres sociaux dans l'Hérault, en faisant un choix de centres sociaux, un centre social qui est assez traditionnel et rural, plutôt rural dans le sens où il se situe dans une ville petite ou moyenne et ne développe pas beaucoup d'innovation sociale. Un centre social qui serait très innovant du point de vue de ses activités, et un centre social qui serait déjà fusionné à un groupement, voire qui développerait une stratégie de fusion avec d'autres types d'associations sur son territoire d'appartenance. Donc, c'est un choix que nous avons fait
évidemment en ayant aussi une dimension d'enquête qui va se dérouler au niveau national, puisque nous allons rencontrer donc des interlocuteurs de la Fédération nationale des centres sociaux. Mais l'objectif étant vraiment d'ancrer notre recherche dans les territoires pour essayer de montrer donc comment joue le contexte territorial dans la structuration de ces associations employeurs et comment aussi le contexte territorial apporte à la fois des contraintes, des obligations et des opportunités. Je pourrais développer sur les autres axes, mais bon, je pense qu'à travers les questions, j'aurai le temps peut-être, ou Laurent qui est connecté aussi, puisque Laurent Gardin est connecté, pourra aussi donner des précisions, apporter des précisions sur l'axe des tiers-lieux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patrick. Maintenant, nous allons entendre... on va passer la slide suivante. Voilà. Julien Maisonas, sur un travail de recherche qui s'intitule « L'hybridité des ressources au regard de la crise sanitaire ». Et c'est un travail qu'il porte avec Francesca Petrella et Giorgia Trastiani. Julien. Bonjour, c'est bon pour le son? Oui. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc la thématique sur laquelle nous travaillons dans le cadre du projet financé par l'IFMA concerne l'hybridité des ressources et en utilisant le contexte de la crise sanitaire comme un révélateur et une mise en lumière particulière de dynamiques déjà à l'œuvre au sein d'un secteur d'activité. En fait, on considère la crise comme un marqueur pour pouvoir mettre le doigt sur ce qu'on recherche, à savoir donc comment les associations artistiques et culturelles, donc on est dans le secteur des associations artistiques et culturelles, comment elles multiplient, elles articulent une diversité de ressources, et donc en fait on sort d'une représentation purement financière des ressources. Claire, est-ce que vous pouvez passer ? Donc pourquoi le secteur artistique et culturel? Alors ça a été un secteur particulièrement touché et impacté par la crise sanitaire, donc à la fois par la période d'arrêt d'activité considérée comme non essentielle pendant la période de confinement, puis après des reprises retardées ou des nécessités d'invention des manières de faire afin de proposer des services sans public et donc faire de l'art et de la culture lorsqu'on fait de la programmation culturelle et qu'il n'y a pas de public, ça peut devenir difficile. Aussi, l'autre point d'intérêt pour ce secteur-là, c'est que c'est un secteur qui connaît de profondes évolutions en termes en lien avec les politiques publiques. Donc, pour très rapidement, de type financement non plus sur infrastructure, mais financement par projet, évolution aussi de la manière de concevoir le rôle de l'art et de la culture, avec des dynamiques depuis une dizaine d'années sur une logique plutôt d'élitisme et de montée en gamme de la culture. Alors l'élitisme, non pas pour dire préserver la culture à certains, mais c'est vraiment monter sur de l'excellence culturelle et aussi une interaction entre différents services publics, que ce soit donc à différents niveaux, donc Europe, État, région, département, et aussi services, donc services culturels, services développement économique, équilibre des territoires dans certains cas, etc. Et donc qui crée un champ d'acteurs très large et très vaste en termes de relations aux acteurs publics. On a fait le choix d'une démarche qualitative par étude de cas et où on co-construit la recherche donc avec 4 structures partenaires. On a commencé cette recherche à la fin du printemps, début de l'été. Pour l'instant, nous avons principalement pour interlocuteurs les responsables, directeurs ou directrices de ces associations. Donc, elles sont au nombre de 4. Art et Culture Fabrique Pérez, qui se situe dans les Alpes d'Haute-Provence, en milieu rural. L'espace culturel de Chailleul, qui se situe dans les Hautes-Alpes, là aussi en milieu rural. Et les Têtes de l'Art et Seconde Nature Zinc, qui sont toutes deux sur Marseille et donc en milieu urbain.
L'idée était de voir en prenant deux structures du milieu urbain, deux structures du milieu rural, de voir s'il y avait des résonances et des divergences dans le rapport à la construction de leur modèle. Aussi, un des choix qui nous a orientés sur ces 4 structures-là, c'est leur positionnement déclaré sur un engagement citoyen et avec un objet de transformation sociale. Claire ? Merci. Donc, ce qu'on cherche à travers cette recherche, c'est la compréhension du concept d'hybridité et d'hybridation. Donc, on est dans une notion très large de l'hybridité. Donc, on n'est pas uniquement sur du flux financier, mais on est sur comment on peut atteindre des ressources. Et ces ressources-là peuvent être donc monétaires, financières, mais aussi accès à des réseaux, à de l'information. Et à ce niveau-là, on se situe dans l'approche de Karl Polanyi. Donc, on identifie trois axes pour rapport à la connaissance. Donc, c'est en quoi les éléments de contexte interne et externe influent sur la diversité des ressources. Donc, comment les éléments de contexte vont créer des opportunités ou des difficultés pour saisir des ressources. Deuxième volet, c'est en quoi l'articulation des dynamiques sociopolitiques et de la dynamique socio-économique permet là aussi d'accéder à une diversité de ressources. Donc, la dimension sociopolitique, pour la définir très brièvement, c'est pourquoi on le fait, et la dimension socio-économique, c'est comment on le fait. Et donc, c'est une articulation de ces 2 dimensions-là. Je ne rentre pas dans les détails pour une question de temps. Le troisième volet, c'est l'identification des modalités de mise en œuvre des choix stratégiques pris par les associations. Et là, par stratégie, on entend en fait les modalités de prise de décision pour orienter les structures artistiques et culturelles, sur quoi, quels sont les déterminants des choix. Enfin, la dernière diapo, c'est quels sont les apports au monde associatif. Donc là, on distingue 2 volets, un volet stratégie des associations et un volet politique publique. Dans le volet stratégie des associations, on entend, à travers notre recherche, rendre visibles des dynamiques invisibilisées, des réalités des associations, notamment artistiques, dans le champ du domaine artistique et culturel, sur comment on arrive à développer tout un réseau qui permet de démultiplier les ressources, comment on arrive à construire avec éventuellement des ressources financières moindres, mais des capacités d'action sur un autre champ, des moyens pour pouvoir diminuer aussi les coûts. Donc, l'exemple très classique, déjà bien identifié dans la littérature, c'est le rôle du bénévolat, qui a donné lieu depuis quelques années à l'identification dans les plans de financement d'une ligne particulière. Et sur le volet politique publique, là, on entend en fait apporter des éléments pour aider à rendre compte des besoins conjoncturels et structurels des associations et notamment à participer à la prise en compte de leur dimension globale et non uniquement monétaire et financière dans leur développement. Ouais, il me semble que j'ai été à peu près bon dans le temps et je vous remercie pour l'écoute. Merci beaucoup, Julien. Et tout de suite, nous passons la parole à Caroline Demeyer, qui porte avec Amira Ben Ali un travail de recherche qui s'intitule « Accompagner la résilience associative face à la crise de la Covid-19, comparaison internationale de dispositifs publics innovants de soutien aux associations ». Caroline. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour représenter le projet 5 soutenu par l'Institut, un projet effectivement sur la résilience des associations que je mène avec Amira Ben Ali. Diapo suivante, Claire, s'il te plaît. Donc, pour résumer le projet, le point de départ de notre réflexion, c'est une notion, à défaut d'un concept, dont la popularité a explosé depuis 2020, donc celle de résilience. Et un constat qu'on a fait, alors même que les associations sont au cœur du discours et ont été en première ligne pour la résilience des territoires et des communautés face à la Covid-19, à la fois dans l'urgence, je dirais, à court terme et à plus long terme, il existe encore peu de travaux qui s'intéressent à la spécificité de la résilience des associations et qui tiennent compte de la spécificité de leur modèle socio-économique.
Donc, l'angle qu'on a choisi pour cette recherche, il explore plus particulièrement le volet alliance des modèles socio-économiques des associations en s'intéressant à la mobilisation des relations aux acteurs publics pour la résilience des associations, au-delà des simples mesures de soutien financier pour faire face à l'urgence. On souhaitait développer une étude qualitative d'initiatives, de dispositifs, disons, innovants, ayant été créés pour répondre à la crise d'une part, et d'autre part, on souhaitait offrir une perspective internationale, c'est-à-dire non pas comparer des contextes associatifs et publics qui ne sont pas comparables, mais plutôt de les mettre en regard et de voir si des bonnes pratiques et des dispositifs innovants pouvaient essaimer. On a fait le choix d'étudier un secteur associatif particulièrement sollicité pendant la crise et ses prolongements, mais aussi particulièrement déstabilisé durant la crise Covid. Ce secteur, c'est celui des associations qui promeuvent l'égalité entre les femmes et les hommes et qui luttent contre les violences liées au genre. Donc, on a plutôt pour l'instant développé le terrain français pour des questions d'accès au terrain un peu difficiles à l'étranger pour l'instant. En France, on étudie un dispositif expérimental innovant qui a été mis en place durant la crise et qui continue et qui est fondé sur la co-construction entre des associations d'égalité et des acteurs publics. Donc, c'est le point d'accueil et d'écoute Nina et Simone, qui est un dispositif interassociatif qui a été mis en place avec l'appui de la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité dans une galerie marchande dans les Hauts-de-France. Et une version itinérante aussi a été développée de ce dispositif interassociatif. Donc, des vannes qui sillonnent le territoire des Hauts-de-France. En Tunisie, le terrain il va être développé un petit peu plus tard, mais des premières études exploratoires qu'on a menées, on voit que la sollicitation des pouvoirs publics, elle est différente et elle est plus bottom-up, elle part plus du terrain avec des associations de défense des droits des femmes qui se sont organisées plutôt pour solliciter les acteurs publics, notamment locaux. Et nous envisageons aussi de développer un terrain au Danemark où les liens entre associations et pouvoirs publics sont encore différents et les questions d'égalité aussi passionnantes. Donc, quels sont les apports de notre recherche à la connaissance? À la slide suivante, Claire, s'il te plaît. On aimerait, à travers cette recherche, apporter une contribution à la fois théorique et empirique sur le processus de résilience associative et les liens entre résilience associative et résilience des communautés des territoires, c'est-à-dire apporter sur la résilience dans et par les associations. On espère engranger du savoir sur le levier que peut constituer les relations entre les acteurs publics et les associations dans leur capacité finalement à transformer leur modèle socio-économique face à la crise, à la fois au niveau des organisations et du réseau associatif. Comment elles vont finalement répondre à la crise, mais aussi rebondir face à la crise, voire anticiper les nouvelles crises futures qui malheureusement seront en fait notre futur. Alors, quels sont les apports de notre recherche au monde associatif? La slide suivante, bien sûr, merci. Donc, d'abord, notre apport, il se situe, d'après nous, dans notre engagement auprès des acteurs et des actrices de terrain, associatifs et publics, avec une volonté affirmée de co-construire le savoir par notre démarche d'observation participante et très qualitative, immersive. On voudrait offrir finalement des espaces de mise en lien des acteurs associatifs et publics pour partager leur expérience, partager leurs pratiques, offrir en fait des espaces de partage d'analyse et de co-analyse même, je dirais, entre les chercheuses et les acteurs et actrices. Donc, en clair, on ne souhaite pas expliquer aux acteurs et actrices de terrain le travail qu'ils sont en train de faire, mais plutôt leur offrir des conditions d'expression d'une réflexivité sur des expérimentations qui sont souvent chronophages, prenantes, qui ont été faites dans l'urgence, et pour pouvoir penser à comment elles peuvent être transposées, comment elles peuvent essaimer sur le territoire, il est important qu'ils puissent avoir ces espaces. En offrant ces espaces de réflexivité et en mobilisant ce rapport proche sur le terrain, on souhaite participer véritablement à la production de ressources qui faciliteraient le plaidoyer des associations auprès des pouvoirs publics et qui valoriseraient en fait des bonnes pratiques, des expérimentations innovantes, pas forcément directement applicables et exportables, mais dont on pourrait réfléchir aux modalités d'adaptation. Je pense avoir été dans les temps et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Caroline.
Et maintenant, c'est Julien Kleskowski qui va nous présenter un travail de recherche qui s'intitule « Gestion et déploiement de l'innovation sociale, une démarche de co-construction d'outils et de recommandations avec les acteurs associatifs ». Et c'est un travail qu'il porte avec Mathias Guérino et Florence Jacob. Julien. Merci beaucoup. Bonjour à tous, ravi de présenter notre projet de recherche, donc qui est porté avec Mathias Guérino et Florence Jacob, qui sont maîtres de conférences en sciences de gestion à l'Université de Nantes. Et donc, effectivement, le projet porte sur la question de l'innovation sociale dans une optique transformatrice. Et nous intéressons plus particulièrement au déploiement et à la gestion de l'innovation sociale. Alors, peut-être juste une précision sur le terme de gestion qui peut parfois prêter à confusion. Donc, nous sommes tous les trois en sciences de gestion. Et donc, effectivement, il faut entendre la gestion comme une pratique assez large qui consiste à la fois à prévoir, à organiser, à piloter, à coordonner, à apprécier l'action collective. Donc, l'innovation sociale dans une optique transformatrice est une innovation sociale qui vise effectivement la transformation sociale en s'attaquant à la racine des problèmes sociétaux et pas seulement à résoudre des problèmes sociaux non ou mal satisfaits. Et donc, effectivement, s'inscrit dans une logique d'alternative et évidemment propose aussi une façon ou s'inscrit effectivement dans une façon d'innover socialement avec des caractéristiques spécifiques, notamment en termes de participation. Ce qui nous semble intéressant et ce qu'on cherche à adresser dans le projet, c'est véritablement cette question du déploiement, parce qu'en fait, on constate, que ce soit au niveau de la littérature scientifique ou sur le terrain, c'est qu'il existe un certain nombre d'innovations sociales au niveau local, mais qu'elles peinent à se déployer à plus large échelle, alors même que justement leur capacité, que la transformation qu'elles promettent ou qu'elles portent ne pourra se réaliser effectivement qu'en déploiement à grande échelle. Évidemment, le déploiement entendu au sens large, de diffusion, etc. Voilà, nous sommes évidemment dans une optique très ouverte et des modalités de déploiement assez larges. Et donc, effectivement, l'un des apports à la connaissance, c'est de comprendre les facteurs de déploiement de l'innovation sociale à grande échelle. Nous nous intéressons donc plus spécifiquement à la question de la gestion, des dispositifs de gestion, des outils de gestion, des modalités de gestion, c'est-à-dire des modalités de construction, de collaboration, d'organisation, de pilotage, de gouvernance, d'évaluation de ces innovations sociales, avec la perspective selon laquelle la question du déploiement de l'essaimage se construit dès le début, dès la phase expérimentale, dès les prémices de l'innovation sociale. Et nous nous focalisons plus particulièrement, ou en tout cas notre réflexion se focalise aussi sur cette question sur cette phase, on va dire, très amont de l'innovation sociale. Et là aussi c'est un apport à la connaissance, puisqu'on constate qu'effectivement, il y a assez peu, on espère effectivement apporter à travers notre projet quelque chose à la connaissance, dans le sens où effectivement, il y a assez peu de travaux qui s'intéressent aux modalités de gestion, en tout cas aux modalités de gestion à un niveau micro de cette innovation sociale. Alors, pour ce projet, on applique une méthode de recherche assez spécifique et qui effectivement va nous permettre aussi d'apporter quelque chose de façon assez concrète aux acteurs associatifs. C'est une démarche scientifique qu'on appelle recherche orientée conception, qui est en fait une traduction d'un terme anglais qui s'est plutôt développé dans le monde anglo-saxon, qui s'appelle Design Science Research. L'objectif de cette méthode, c'est de produire des outils, des dispositifs, des cadres pour permettre aux acteurs de résoudre des situations de gestion. Et donc, dans notre cas, nous avons donc pour ambition, en plus de produire de la connaissance scientifique, de produire, de co-construire, alors évidemment c'est une co-construction, avec les acteurs associatifs, des outils et dispositifs de gestion de l'innovation sociale dans une optique
dans une optique transformatrice. Pour ceux d'entre vous qui connaissent, c'est une démarche, comme son nom l'indique, qui peut s'inspirer des approches où on connaît en conception de produits ou en ce qu'on appelle en anglais en design thinking. Donc, effectivement, on est dans cette approche-là. Donc, enfin, voilà, on utilise cette méthode appelée Design Science Research, donc recherche orientée conception. Et donc, effectivement, l'objectif du projet va être, dans un premier temps, de rencontrer un certain nombre d'acteurs de l'écosystème de l'innovation sociale en France pour comprendre le champ, les approches et surtout identifier les besoins en termes d'outillage de dispositifs, et ensuite avec les acteurs qui souhaiteront s'impliquer davantage dans la démarche, nous nous engagerons dans une démarche de construction sous forme d'atelier de travail. Nous avons prévu également une rencontre un petit peu plus large sur la fin du projet, donc à peu près dans un an ou un petit peu avant l'été 2022, de réunir des acteurs intéressés par cette question-là et qui aideront aussi à améliorer les outils et les dispositifs. Voilà. Donc, si vous êtes aussi, je lance un appel, mais si vous êtes parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui intéressées par le projet, que ce soit par la dimension transformatrice de l'innovation sociale et par la co-construction et la co-conception d'outils de gestion de l'innovation sociale dans cette optique de déploiement, n'hésitez pas à nous contacter également via l'IFMA. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Julien. On va marquer une première pause. On a reçu quelques questions sur l'espace de discussion. Première question de Vladimir du European Civic Forum. Alors, dont j'ai compris qu'elle s'adressait à Julien, mais en fait, elle peut s'adresser plus largement aux équipes qui vont travailler sur les modèles socio-économiques. D'ailleurs, merci Patrick d'avoir répondu déjà sur le chat. Donc, la question, c'est est-ce que vous allez établir un ratio entre financement sur projet et financement structurel au sein des associations? Julien, peut-être une réponse à cette question. Julien Maisonnès, comme on est deux Julien. Oui, Julien Maisonnès, pardon. Okay. Alors, il est fort probable qu'on travaille justement sur la question du budget et de la manière dont sont ventilées les différentes ressources financières. Là, déjà, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a les rencontres avec les responsables de structures qu'on a vues ont fait ressortir la nécessité aussi de voir comment étaient ventilées les différentes ressources financières. Et parce que certaines jouent en fait avec la question de structurel, projet de long terme, et notamment avec de la pluriannualisation, de la contractualisation pluriannuelle avec des financeurs, notamment locaux, et qui permet aussi de sortir un peu sur cette dimension purement projet et purement structure. Voilà, comme ça a été rappelé lors d'une rencontre, c'est aussi cette dimension projet à obliger de structures qui nous l'ont relevé à structurer différemment leur budget et d'une certaine manière à se professionnaliser sur ce plan-là et à l'utiliser véritablement comme un outil. Et quand je parle d'outil, pardon, c'est pas neutre, mais un outil, c'est toujours orienté par celui qui le fait et celui qui le regarde. Et donc pour arriver à discuter avec les partenaires. Mais donc pour répondre plus clairement et distinctement à la question, oui, on va regarder cette question de l'articulation financement structurel et financement sur projet, et de regarder aussi les détails de mise en œuvre de cette articulation-là. Merci Julien. Et une question pour Julien Klesowski cette fois. Est-ce qu'il sera, question de Delphine, sera-t-il possible d'avoir accès à ces outils de gestion et ou bibliographie? Oui, effectivement, j'imagine que la question porte sur l'accès à la fin du projet.
évidemment, ce seront des outils, que ce soit au travers de rapports de recherche, mais aussi de supports spécifiques à destination des acteurs associatifs. L'idée, évidemment, que ces outils soient largement partagés au global, et puis évidemment l'ensemble des éléments aussi plus théoriques qui sous-tendent la construction de ces outils. Je peux dire un mot aussi? Bien sûr. Parce que sur la question du modèle économique, nous, on est au cœur, puisqu'on va éplucher les comptes, à la fois sur l'axe centres sociaux, ligues d'enseignement, mais aussi on va travailler sur une monographie dans l'insertion par l'activité économique. Et on a déjà, lors de ces 5 derniers mois, épluché les comptes de la structure qui sert de monographie, qui est en fait une association, une double association de formation et d'IAE, qui gouverne et qui porte des chantiers d'insertion, qui s'appelle Actavista, qui a fusionné avec le groupe SOS en 2016. Et nous avons épluché tous les comptes. Et ce qui est intéressant, en fait, dans le comparatif entre les 3 axes, c'est qu'on voit bien, disons, les différences notables et structurelles dans la construction de leur modèle économique. Et en particulier, pour ne donner que cette ouverture de réflexion, sur Actavista, on a beaucoup de philanthropie, beaucoup de financement par philanthropie, alors même que ce qu'on retrouve dans les comptes des centres sociaux qu'on commence des modèles, enfin des budgets qu'on commence à éplucher, c'est qu'on voit effectivement plus un axe subvention qui est toujours très central, avec une tendance à aller vers des financements par projet, à proprement parler, au sens où on l'entend quand on travaille sur la régulation publique et l'évolution de la régulation publique qui glisse de financement par subvention vers des financements par projet, voire par appel d'offres. Voilà. Merci Patrick. Je profite pour préciser que, bien entendu, l'Institut a prévu de valoriser les résultats de l'ensemble des travaux des lauréats, donc sous différentes formes, et vous pourrez trouver sur notre site internet des éléments de synthèse. Il est également demandé à l'ensemble de nos lauréats de mettre leurs travaux à disposition sur la base HAL, qui est une base académique publique. Alors, il y a une autre question qu'on prendra tout à l'heure, à la fin sur la deuxième temps d'interaction, question posée par Eric Dacheux à tous les intervenants sur la valorisation de la recherche action. Je vous propose que on continue sur la deuxième série de présentations, tout de suite avec un enregistrement de Guillaume Plaisance, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous et qui est soutenu pour un travail d'une série d'articles scientifiques dédiés aux liens entre Covid-19 et associations. Donc, on va entendre son enregistrement. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous propose de présenter les travaux qui ont été lauréats de l'appel de l'IFMA. Je n'ai malheureusement pas pu être parmi vous aujourd'hui puisque je suis en plein cours au moment où vous serez en pleine rencontre. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous fais cette vidéo tout à fait synthétique pour vous présenter mes travaux et en espérant que votre demi-journée se passe à merveille avec tous les autres lauréats et avec les différents partenaires. Le cœur des travaux qui ont été lauréats donc, de l'appel de l'IFMA porte sur une volonté personnelle de meilleure connaissance du monde associatif, non pas forcément en France, puisque beaucoup de monde a déjà travaillé sur le sujet, mais surtout à l'international. Et ainsi, la première enquête qui a été primée par l'IFMA portée sur le Covid-19 et a été menée par Recherche et Solidarité et tous ses partenaires, le mouvement associatif et le réseau national des maisons d'association, pendant le premier confinement. L'enquête essaie de comprendre dans quelle mesure la crise de la Covid-19 avait eu des impacts précis sur les organisations et quels besoins en découlaient.
Et donc, les différents résultats ont permis, d'une part, de redéfinir la viabilité des associations françaises en période de crise, mais surtout ont permis de montrer que les associations, même si elles étaient en pleine crise, ont essayé de rester mobilisées au niveau social et sociétal. Et c'est, je crois, la principale contribution de ce travail, de rappeler que quand on évalue une association, on doit évaluer aussi de l'intangible et du social. Deuxième enquête et deuxième travail qui fait partie de ce tiers groupé de réflexion autour du monde associatif, eh bien, c'est une analyse de toutes les recherches qui ont été publiées sur la gouvernance non lucrative, alors non pas spécifique aux associations cette fois-ci, de 1970 à 2019. Ce sont des travaux en anglais et il s'agit finalement de répondre à une demande que la recherche avait depuis très longtemps autour d'une revue nécessaire du concept de gouvernance non lucrative, avec un résultat important, je crois, c'est celui d'avoir proposé une définition synthétique de la gouvernance non lucrative, que je ne peux pas encore dévoiler dans la mesure où ce travail est toujours en évaluation, mais c'est une revue donc très complète puisqu'elle a été ce qu'on appelle systématisée et c'est une revue qui aura, je crois, quand elle sera publiée, la possibilité de répondre à beaucoup de questions sur la gouvernance non lucrative, notamment sur le fait qu'elle soit extrêmement contingente et donc extrêmement variable et adaptée au contexte de chaque organisation. Et puis, je crois que le travail suivant sera celui d'adapter ces résultats au cas associatif français. Enfin, le dernier travail mené dans le cadre de cet appel porte sur les travaux de la Fonda lorsque la Fonda avait proposé ces scénarios, ou plutôt des scénarios, d'évolution du monde associatif. Et à partir des scénarios, j'ai proposé une revue de la littérature, une seconde, mais cette fois-ci des travaux francophones sur le monde associatif. Autrement dit, relier les scénarios de la Fonda autour des évolutions possibles du monde associatif avec ce que la littérature propose. C'est à la fois utile, je crois, pour les associations elles-mêmes, afin de relier les possibles évolutions du secteur avec des enjeux managériaux, mais c'est surtout pour valoriser ce que les chercheurs français et francophones ont pu faire sur le monde associatif au niveau international. Et ça aussi, c'est un article qui est en cours d'évaluation. Autrement dit, l'ensemble de ces résultats et l'ensemble de ces travaux ont pour objectif finalement de valoriser le monde associatif à l'international, à la fois parce que le Covid est une opportunité, en dépit de tout ce que ça a causé, une opportunité de recherche assez incroyable pour mettre en avant le monde associatif, parce qu'il y a des concepts internationaux qui sont portés dans la littérature internationale comme la responsabilité sociale et sociétale qu'il faut adapter au monde associatif, parce que le monde associatif est aussi au carrefour de très nombreuses disciplines et que la recherche internationale a besoin de cette transdisciplinarité. Tout ça pour vous dire finalement que aujourd'hui, mon objectif, à la fois pour les travaux que je vais vous présenter succinctement et à l'avenir, c'est de défendre le monde associatif en tant que champ de recherche indépendant de celui des non-profits à l'international. Autrement dit, porter que le monde associatif français est un champ de recherche à part et qui existe au-delà et en dehors de ce qu'on appelle les non-profits à l'international. La France a une richesse associative, culturelle, sociale, économique autour de ce secteur extrêmement fort. Et c'est cette richesse-là que je crois que nous pouvons et nous devons, avec l'IFMA, porter au niveau international. Merci beaucoup pour votre écoute et j'espère être avec vous pour une prochaine rencontre. À bientôt. Nous remercions Guillaume. Et maintenant, c'est Elena Lassila qui va nous présenter son travail de recherche intitulé « L'évaluation de l'utilité sociale des associations dans une approche socio-anthropologique, enjeux méthodologiques, apport pour les associations et contribution à la transformation sociale ». C'est un travail qu'elle porte avec Julien Klesowski et Juliana Lima. Elena. Merci Florian. Bonjour à tous. Merci aussi de l'opportunité de présenter notre recherche dans ce cadre. Et voilà, je dirais que c'est un projet que nous menons dans le cadre d'un groupe qui s'appelle le GREUS, groupe de recherche-action sur l'évaluation de l'utilité sociale, dans lequel participent des chercheurs et des chercheurs universitaires qui sont
tous associés à un master d'économie solidaire de l'Institut catholique de Paris, et puis des professionnels qui travaillent depuis longtemps sur l'évaluation de l'impact social et de l'utilité sociale. Et donc, c'est justement à partir de quelques démarches que nous avons accompagnées d'évaluation d'impact et d'utilité sociale des associations, qu'on a commencé à construire une méthode et qui, voilà, on voudrait, ça va être un peu l'objet central de notre travail de recherche, de pouvoir mieux formaliser cette méthode et de pouvoir aussi montrer un petit peu ce qu'elle dit de nouveau en termes d'évaluation d'impact et d'utilité sociale. Alors, pour dire en quelques mots, un petit peu présenter en quelques mots ce projet, je vais répondre rapidement aux deux questions qui nous ont été posées. Quel est l'apport à la connaissance et quel est l'apport au monde associatif avec notre projet? Donc, pour l'apport en termes de connaissances, je dirais voilà, elle s'inscrit clairement dans le domaine de la création de valeur. C'est une thématique très large avec énormément de littérature dans la théorie économique, mais qui est aujourd'hui aussi objet des approches nouvelles. Et donc, voilà, je vais juste souligner trois apports un peu en termes de déplacement entre l'approche classique de la création de valeur et ce que nous essayons un petit peu d'introduire comme nouveau dans cette réflexion. Donc, trois déplacements par rapport à la manière de penser la création de valeur. La première, c'est qu'en général, dans la théorie économique, la valeur est pensée de manière substantielle, c'est-à-dire associée aux biens produits ou aux services rendus. Et nous nous situons plutôt dans une approche relationnelle de la valeur, c'est-à-dire en disant que la source principale de valeur, c'est la relation et plutôt que la substance du bien ou du service rendu. Et en ce sens-là, nous nous inscrivons dans un peu en écho et en continuité avec des auteurs comme Chandiguy ou André Orléans. Deuxième apport ou déplacement, c'est qu'en général, la valeur en économie est pensée comme préexistante dans le bien ou le service. Et donc, quand on évalue, on va essayer d'identifier une valeur qui existe déjà, tandis que nous, dans notre approche, nous pensons que la valeur voilà, se crée tout en évaluant, parce que justement, on s'inscrit dans une méthode qui est participative. Et donc, la valeur ne préexiste pas, mais elle se crée dans le processus d'évaluation. Et le troisième déplacement ou contribution, c'est que la valeur en économie en général va s'exprimer de manière uniquement quantitative et voilà, et notamment à travers l'expression monétaire, et que là, on s'inscrit plutôt dans une approche de la valeur qui va s'exprimer autant de manière quantitative que qualitative. Donc, ça, c'est par rapport à la contribution en termes de connaissances. Et par rapport à la contribution au monde associatif, là, c'est par rapport à la manière dont se font aujourd'hui un peu les démarches d'évaluation d'impact et d'utilité sociale. Donc, à nouveau, 3 déplacements. Et c'est passé d'une approche de l'évaluation uniquement instrumentale, c'est-à-dire penser en termes de cause-effet. Il y a un projet qui a des effets et qui génère des résultats sur des variables sociales. Et là, c'est de penser plutôt l'évaluation, pas seulement avec une approche instrumentale, mais également constitutive, ça veut dire qui va aussi permettre de dire quelque chose sur l'identité de la structure, sur sa spécificité, sur sa manière unique, singulière de faire société. Donc, on n'est pas uniquement dans cette approche instrumentale, mais elle dit quelque chose aussi sur l'identité de la structure. Ensuite, c'est passer d'une approche qui est en termes de rendre des comptes, parce que souvent les évaluations se font pour justifier aux financeurs que le travail est efficace et qu'il y a des bons résultats, et à passer à une approche plutôt qui cherche à rendre compte, c'est-à-dire qu'il dit pourquoi on fait cela et pas seulement de pouvoir justifier que ce qu'on a fait, on l'a bien fait. Donc, passer rendre des comptes à rendre compte. Et dernier déplacement ou contribution,
passer d'une évaluation qui est pensée souvent en termes uniquement de contrôle, d'audit, voilà, vérifier que ce qu'on a fait, on l'a bien fait, à une approche qui est plutôt à une évaluation qui est pensée en termes d'apprentissage. On reconnaît ensemble la valeur qui a émergé en menant ensemble ce projet. Donc voilà, très rapidement, 3 déplacements en termes de contribution à la création de connaissances et de contribution au monde associatif sur l'évaluation de l'impact et de l'utilité sociale. Merci beaucoup, Elena. Et on enchaîne avec une présentation par Marilyn Filippi d'un travail de recherche sur la contribution des associations face à l'accroissement des inégalités économiques et sociales durant la crise de la Covid-19, enseignement des systèmes alimentaires territoriaux français et italiens, un travail que Marilyn conduira avec Stefano Corsi et Julie Léquin. Marilyn. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Institut pour nous soutenir dans cette recherche et puis de nous donner l'opportunité de présenter, de partager nos travaux avec vous. Nous, on est parti d'un constat suite à l'impact Covid-19 que, par exemple, la FAO soulignait que la sous-population alimentaire, l'impact Covid, c'était 83 millions de plus ajoutés aux 132 millions en 2020 de personnes sous-alimentées, avec une augmentation très importante des nouveaux pauvres. Et on prend l'exemple, par exemple, les chiffres de Caritas en Italie, qui indiquent qu'on a eu une augmentation de 114%, avec plus de la moitié de personnes qui n'étaient pas bénéficiaires précédemment. Donc, cette émergence d'inégalités, c'est un impact très important lié à la Covid, mais sur l'accès à l'alimentation. Et donc, il nous a semblé intéressant de voir, suite à ce choc, comment les associations s'étaient mobilisées, quels avaient été leur rôle et comment elles avaient réagi face à l'accroissement de ces inégalités économiques liées aux pertes de revenus, mais également à la difficulté qui se développait d'accéder à une alimentation saine. Donc, nous, on sait, pour répondre aux 2 questions sur quel est l'apport en connaissances et quel est l'impact pour les associations, je dirais que pour l'apport en connaissances, on s'est questionné sur finalement on avait des petites, des grosses associations et on a constaté qu'il y avait une réorganisation de leur rôle. Donc, il nous semble intéressant de revenir sur le modèle socio-économique et sur les mutations du rôle des associations, comment elles prennent en compte les besoins sociétaux, comment elles arrivent à faire face à ces chocs. Et dans le cas des systèmes alimentaires territorialisés, on s'est dit qu'avoir un éclairage entre les recompositions des rôles en France et en Italie, eh bien, ça nous permettait de montrer à la fois la diversité des associations et la diversité des actions et des interrelations. Donc, l'idée, c'est de faire une cartographie dynamique de la recomposition de ces rôles. Et puis, l'apport, je dirais, au monde associatif, en fait, à travers l'analyse des systèmes locaux, on a fait le choix de Bordeaux Métropole et de la métropole de Milan, parce que ce sont 2 villes qui se sont fortement investies sur cette question de l'accessibilité alimentaire. Donc, en 2015, avec Milan qui signe le pacte public de l'alimentation urbaine, et puis en 2017, Bordeaux, avec la création du Conseil consultatif de gouvernance de l'action territoriale. Donc, l'idée, c'est de développer une recherche participative, une co-construction. Alors, on répondra peut-être à la question d'Éric Dacheux sur comment on valorise des travaux de recherche en mobilisant une recherche participative. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier les capacités d'innovation et de co-construction de nouvelles solutions. Ce qu'on voit apparaître sur ces terrains, c'est qu'on a une action très, très intéressante de petites associations qui ont réagi tout de suite pour faire face à l'ampleur de l'impact. Et en même temps, voilà, une réorganisation des liens partenaires publics et associations. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier les facteurs qui expliquent, et pour les associations, eh bien, de travailler avec eux sur des outils pour améliorer l'intervention, pour améliorer les interactions, et donc également faire des propositions de recommandations pour les politiques publiques. Voilà, en essayant de rester sur
un temps court et de vous brosser notre proposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marilyn. Et maintenant, c'est Adrien Laurent qui va nous présenter son travail de recherche sur tête de réseau et méta-organisation dans le monde associatif. Quelle mutation et quelle réponse face à la crise Covid-19 ? Un travail porté avec Pierre Garodel, Géraldine Schmitt et Frédéric Frunder. Adrien. Merci Florian, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi, je suis très heureux de présenter ce projet de recherche soutenu par l'IFMA et qui a permis la constitution d'une équipe dont on est aussi très fiers. Alors, versant universitaire, deux institutions, l'Université Paris-Dauphine, à laquelle j'appartiens, et puis mes deux collègues qui sont présents, Pierre Garodel, Géraldine Schmitt, à l'IE de Paris, et puis un acteur central, le mouvement associatif, qui nous a fait le grand plaisir de s'associer à nous pour le portage de ce projet, à la fois comme support, comme force de support, et puis comme objet de la recherche, comme j'y reviendrai. Alors, notre objet, c'était de revenir un petit peu, de nous pencher, de nous intéresser sur ce vaste écosystème de structures collectives qui structurent le monde associatif, ce vaste écosystème d'organisations collectives qu'on appelle des têtes de réseau, des fédérations, des mouvements, des unions, des coordinations, et qui, justement, à l'aune de la crise du Covid, ont parfois pu être remises en cause dans leurs prérogatives, dans leur vocation à porter la voix d'un réseau, d'un secteur donné. Alors, sur le plan méthodologique, donc je le disais, nous sommes associés au mouvement associatif, et donc le projet va reposer sur deux phases. Alors, une première phase que l'on a pu initier depuis un mois, qui consiste en une monographie du mouvement associatif, des enjeux auxquels cette instance est confrontée sur le plan de sa gouvernance, de sa structuration, de ses relations à ses membres, de ses missions, etc. Et puis une deuxième phase qu'on initiera l'année prochaine avec un certain nombre d'autres études de cas auprès d'autres têtes de réseau dans le monde associatif. Alors, peut-être pour en arriver à la deuxième slide, Claire, si vous voulez bien. Merci. Alors, de la vocation de ce projet, alors je vais en arriver directement aux apports de ce projet, aux ambitions en termes d'apport de connaissances pour le monde associatif. Alors, on sait depuis, notamment à travers des travaux de Viviane Tchernenau, de Lionel Proutot, que les têtes de réseau ont une importance très forte en France. Une association sur deux qui est membre d'un réseau ou d'une coordination, quelle que soit sa dénomination, mais un échelon qui est fortement questionné, remis en cause par tout un ensemble de facteurs que vous connaissez, la mutation des modalités des financements publics, la technicisation des besoins et de la contribution aux politiques publiques auxquelles ces têtes de réseau visent à contribuer, la redéfinition, bien entendu, des échelons géographiques de l'action publique, et puis bien entendu depuis 2 ans l'impact de la crise sanitaire qui n'a pas été sans conséquence pour ces acteurs. Donc déjà peut-être sur un plan très pratique et qui se veut immédiatement mobilisable par le monde associatif, revenir sur les conséquences de ces différentes mutations, et finalement sur le rôle et les fonctions que seront amenés à jouer les têtes de réseau dans un avenir proche, notamment dans leur rôle de régulation des contraintes techniques, administratives, juridiques qui émanent des partenaires publics. Voilà. Est-ce que les têtes de réseau sont amenées à être des courroies de transmission de ces contraintes, ou peuvent-elles et auraient-elles les moyens de développer une faculté davantage transformatrice de contribution aux politiques publiques, à l'innovation sociale? Une deuxième contribution pour le monde associatif, alors je le disais, le mouvement associatif qui est notre partenaire dans ce projet, et dont on va chercher à se pencher sur les enjeux spécifiques en termes de représentation nationale du fait associatif et du monde associatif, et des enjeux que cela peut soulever. Alors, deuxièmement, pour en arriver à la dernière slide, sur les apports à la connaissance, peut-être davantage sur un plan académique, scientifique. Alors, on a l'ambition dans ce projet de faire une connexion avec un courant assez récent en théorie, en sociologie des organisations, qui est ce sujet des méta-organisations.
donc qui sont des organisations dont la spécificité est d'être elles-mêmes composées d'autres organisations et dont la spécificité a été depuis quelques années fortement soulignée dans la littérature, des organisations qui sont à la fois finalement des outils, des dispositifs, des structures qui serviraient avant tout de support à une action collective interorganisationnelle qui n'aurait pas nécessairement finalement une agentivité propre, et d'autre part justement peut-être la spécificité de ce niveau d'action en tant qu'association formelle, en tant qu'acteur organisationnel autonome qui dispose de leurs fonctions propres, de dynamiques qui leur sont également spécifiques. Et donc, on a l'ambition dans ce projet de revenir sur les apports de cette littérature et cette connexion qui n'a jamais été faite en fait entre cet objet des méta-organisations et puis le monde associatif, le monde non lucratif plus largement à l'étranger et notamment en France, sur la question finalement des relations des têtes de réseau à leurs membres, de la structuration des processus décisionnels qui caractérisent ces acteurs, des fonctions qu'elles exercent sur le plan externe, je l'évoquais à l'instant, interaction en particulier avec les pouvoirs publics au niveau national, au niveau régional ou local, sur le plan interne de l'animation d'une dynamique particulière démocratique qui n'est pas nécessairement évidente à cet échelon d'action. Et puis la question de la pluralité des méta-organisations et des têtes de réseau, je ne vous l'apprends pas, une très très grande diversité de têtes de réseau sur laquelle on a l'ambition de revenir, la diversité des niveaux d'intervention des têtes de réseau avec leurs différents échelons d'intervention propres ou des têtes de réseau qui vont avoir vocation spécifiquement à représenter et à animer la vie d'un secteur à un échelon géographique donné. Voilà en quelques mots une première esquisse de ce projet et je vous en remercie. Merci beaucoup, Adrien, pour cette présentation. Alors, deuxième série de questions-réponses. Alors, j'avais réservé la question d'Éric Dacheux, qui était à tous les intervenants, et qui me disait la recherche-action est souvent mal vue sur le plan académique. Comment comptez-vous valoriser dans le monde académique ces recherches? Je propose à Elena Lassida d'apporter des éléments à cette remarque et question. Oui, en effet, je pense que c'est un constat très partagé, le fait que la recherche-action est mal perçue souvent dans le monde académique. Alors, nous, on se situe complètement là-dedans et voilà. Et je dirais qu'avec une approche justement qui essaye de faire sortir de l'idée que il s'agit d'un côté de mettre l'action et que les chercheurs viennent collecter des données sur l'action et ensuite élaborer leurs réflexions indépendamment des acteurs. L'idée pour nous de la recherche-action, c'est que ce soit un travail porté ensemble et qu'on conçoit l'action également comme créatrice de connaissances et la recherche également comme une manière de transformer la société. Donc voilà, et de ne pas sortir de ce clivage où il y a d'un côté l'action et de l'autre côté la réflexion. Alors nous, en particulier, ce qu'on a prévu dans le cadre de notre projet, pour valoriser justement cette dimension de recherche-action, c'est d'organiser un colloque qui rassemble des chercheurs académiques et des praticiens et de pouvoir mettre un petit peu le résultat de notre travail comme objet central de discussion de ce colloque, mais en essayant de l'organiser de telle manière qu'il y ait une vraie confrontation et je dirais co-construction presque entre praticiens et chercheurs. Et que ce ne soit pas le praticien qui vient présenter une pratique et ensuite le chercheur qui vient dire comment il a relu cette pratique. Donc voilà, que ça puisse être un espace où on puisse échanger ensemble, évidemment avec des logiques d'analyse qui sont différentes, mais que voilà, on puisse être situé un peu, je dirais, à égalité de manière horizontale pour discuter sur un objet commun.
Merci, merci Elena. Une autre question de Frédéric Cunier-Royer de la DDVA 54 qui nous dit: on a évoqué les tiers-lieux. Quand on regarde la dernière publication de leur réseau sur le modèle contributif, est-ce qu'il n'y aurait pas un glissement d'un modèle d'hybridation association, collectivité et acteurs économiques vers un modèle avec des individus? Peut-être que Patrick Gianfaldoni peut apporter des éléments. Je vais laisser la parole à Laurent Gardin, qui doit être en ligne. Oui, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Effectivement, il y a une diversité de tiers-lieux, et entre ceux qui peuvent être très marchands et ceux qui peuvent être plutôt dans des dynamiques alternatives, la question économique est de plus en plus soulignée, et économique au sens marchand. Et effectivement, là, c'est un des enjeux qu'on veut regarder sur la question des contributions qui peuvent renvoyer à des contributions-rétributions qui peuvent renvoyer à des logiques de réciprocité, mais qui, en même temps, en essayant de calculer au maximum les apports et ce qu'on peut retirer d'une initiative, peuvent aussi rentrer dans des logiques marchandes. Et là, c'est vraiment une tension qui est intéressante et qui rejoint notre problématique sur les MSE versus les social business models. Peut-être juste un petit mot sur les tiers-lieux. Ils ne sont pas qu'associatifs, et notre perspective sera aussi de regarder plus largement comment ils peuvent se développer. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question parce que j'ai loupé l'historique des questions. Merci Laurent, je pense que ça répond effectivement. Alors, il y a d'autres questions qui ont été posées, mais je vois qu'il y a eu des réponses dans l'espace de conversation. Avez-vous connaissance d'une enquête qui montre l'impact à court terme de la Covid sur l'emploi et l'engagement bénévole associatif, autre que l'étude Recherche et Solidarité évoquée avec le mouvement associatif? Et donc, une réponse de Patrick Chenu, président du FONGEP, sur la question de l'impact actuel sur l'emploi associatif. Une enquête a été lancée par Exopé, syndicat employeur, et le FONGEP sur les difficultés de recrutement dans notre secteur. Elle se termine ce soir et devrait permettre de partager les résultats vers la Toussaint. Sur la partie de la question qui concerne l'impact sur l'engagement bénévole, à ma connaissance, non, mais peut-être que des personnes ont soit des chercheurs, soit des acteurs ont identifié des travaux, et à ce moment-là, merci de les indiquer dans l'espace de conversation. Je vois, alors les questions arrivent, ou les remarques. Jean-Baptiste Jobard du collectif des associations citoyennes, une information avec 2 journées acteurs-chercheurs consacrées à la thématique des libertés associatives. Voilà. Écoutez, voilà pour les questions. S'il y a une dernière question pour Marilyn Filippi, quels indicateurs utilisez-vous pour analyser la question des inégalités dans le cadre de votre recherche? Marilyn. Oui, donc il y a peut-être Julie Lequin qui peut apporter des compléments puisqu'elle est avec nous ce matin. Oui. Mais nous, ce qu'on utilise, c'est tout simplement, on est parti du nombre de données par les associations comme indicateur pour mesurer finalement la demande d'aide alimentaire. Donc ça a été c'est un premier indicateur qu'on utilise. Et puis, le deuxième indicateur qu'on prend, c'est de regarder dans les systèmes alimentaires sur lesquels nous travaillons, de voir quelles sont les associations qui apparaissent et les réorganisations. Donc, ça participe, je dirais, à identifier un petit peu la recomposition des acteurs. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est 2 exemples d'indicateurs que nous mobilisons. Merci Marilyn. Et je vous propose, donc il y a d'autres ressources qui vous ont été citées sur l'espace de conversation en réponse à la question précédente. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur notre second temps. Donc consacré à un tour de table des partenaires de l'appel à projet que nous avons lancé avec l'Institut. Voilà,
sur la connaissance, un levier face à la crise. Et je vais passer la parole à Yannick Blanc pour animer ce temps. Oui, je voudrais d'abord commencer par remercier nos partenaires, la Fondation du Crédit Coopératif, le FONGEP, l'Institut de recherche de la Caisse des dépôts, l'INGEP et la Banque des territoires. Le projet de l'Institut est un projet, je crois, qui reste un projet pionnier. Le temps que nous avons mis à monter, à l'imaginer ce projet, puis à l'organiser, puis à le lancer, il nous a fallu plusieurs années, montre que cette idée n'était pas évidente de consacrer un institut à la recherche sur le fait associatif. Et donc les premiers qui ont bien voulu nous suivre, nous aider, nous financer sur ce projet doivent être remerciés pour leur sens de l'innovation et leur audace. Les premiers travaux, je crois, devraient les encourager à poursuivre ce soutien parce que les résultats me semblent être particulièrement encourageants. Avant de leur donner la parole, un mot sur la recherche-action, puisque le sujet a été évoqué au cours de la première discussion et que c'est un sujet auquel nous réfléchissons au sein de l'IFMA. Nous avons beaucoup de projets qui nous ont été soumis, qui sont des projets de recherche-action. Nous nous situons nous-mêmes au carrefour entre la production de connaissances par les acteurs académiques, par la recherche, et la production de connaissances par les acteurs associatifs eux-mêmes. Je rappelle qu'une association est le contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances et leur activité dans un but autre que la recherche de bénéfices. Donc, la dimension de la connaissance, elle est inhérente au fait associatif. Donc, on ne peut pas être indifférent à ça. J'ai entendu dire que la recherche-action avait mauvaise réputation. Mon avis personnel sur la question, c'est que la mauvaise réputation est pas toujours imméritée, c'est-à-dire qu'il y a un problème de rigueur méthodologique, je crois, dans la recherche-action. Nous l'avons constaté dans les dossiers de projets que nous avons reçus, et ça pourrait être un objectif de l'IFMA que d'aider les acteurs à progresser, notamment les acteurs associatifs, à progresser en termes de méthodologie, et donc ceux des équipes de recherche qui travaillent sur le sujet avec nous, qui veulent s'embarquer dans ce projet, seront les bienvenus. Voilà, alors maintenant, on se tourne vers les partenaires, pas seulement parce que ce sont des partenaires, mais parce que ce sont des acteurs qui sont au cœur du fait associatif, qui sont eux-mêmes en interaction avec le monde associatif, et nous voudrions les interroger en tant qu'acteurs du milieu, pour qu'ils nous aident à comprendre en quoi la connaissance n'est pas seulement légitime en soi. Produire des connaissances, c'est légitime en soi. Une connaissance n'a pas besoin d'être utile pour être légitime, mais puisque nous sommes en situation de crise, d'urgence, de tension, et elle a été, je trouve, bien éclairée par les interventions qu'on a entendues en début de matinée, eh bien, nous aimerions avoir leur point de vue, leur vision du facteur de levier d'action de la connaissance par rapport à ce qu'ils savent, ce qu'ils voient, ce qu'ils pratiquent du monde associatif. Je vais donc donner la parole en premier, puisque c'est l'ordre qui est affiché ici, à Christophe Vernier, secrétaire général de la Fondation du Crédit Coop. Christophe, est-ce que tu es là et est-ce que tu peux prendre la parole ? Je suis là. Est-ce que vous Parfait. m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Ok, bah écoutez, merci Yannick pour ton propos introductif. Moi, je voudrais dire tout d'abord que je suis impressionné par la diversité, la complémentarité et la profondeur de champ des études qui ont été présentées par les 8 lauréats de cet appel à projet que nous avons soutenu. C'est très encourageant pour la recherche, c'est très encourageant pour le monde associatif. Revenir un petit peu sur ce qui s'est passé au cours des 18 derniers mois dans le monde associatif, pour bien distinguer, je pense, ce qui a été subi dans un premier temps et qui a nécessité des actions dans l'urgence, ne serait-ce que pour survivre.
de ce qui a été créé. Et il a été créé beaucoup de choses en termes d'innovation sociale, bien évidemment, mais de réflexion très rapide sur l'évolution des moyens et donc des modèles socio-économiques. Et je pense que les associations nous disent aujourd'hui à quel point leur rôle est évidemment incontournable en temps de crise, mais bien au-delà, qu'elles ont besoin de connaissances, je dirais même plus qu'elles ont besoin de reconnaissance et d'accompagnement dans leurs actions. Et je suis tenté à ce stade de reprendre un des mots utilisés par l'une des recherches soutenues, qui est celui de la résilience. Maurice Cyrulnik, qui intervenait le 30 septembre dernier à la Journée internationale des fondations, qui était grand spécialiste naturellement de cette notion de résilience, nous rappelait que ce terme désigne la capacité à se développer après un traumatisme, mais se développer différemment. Il faisait référence au processus à l'œuvre dans la nature, dans le monde du vivant, qui sont très interpellants pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Et je pense que l'enjeu est là pour le monde associatif, c'est comment sortir de cette crise pour se développer à nouveau, mais différemment. En cela, il me semble que le besoin de connaissances et de recherche est bien sûr évident, tout d'abord pour mesurer, donner la mesure de ce qui s'est passé, avant même de l'interpréter, avoir des chiffres objectifs, rigoureux, comme le souligne Yannick. Donc mesurer, clarifier certainement des concepts ou des formulations d'enjeux qu'on a souvent dans un jargon. Là, je ne me situe pas du côté de la recherche, mais y compris du côté institutionnel associatif, et puis décrypter ce qui est à l'œuvre pour en tirer des enseignements utiles. Il me semble pour cela que pour produire de la connaissance qui transforme, qui soit un levier de transformation pour la société, il faut bien évidemment conjuguer, ça a été longuement dit ce matin, l'approche purement académique et avec toute la rigueur et l'indépendance scientifique que cela suppose, mais également la coproduction avec des acteurs de terrain, avec des praticiens. On a parlé de recherche-action, de recherche participative, de recherche orientée conception. Elle me paraît tout à fait indispensable. Comme le soulignait Elena Lassida, c'est bien l'action qui crée également de la connaissance, et la recherche participe aux transformations de la société. Donc, combiner approche académique et participative m'apparaît tout à fait essentiel. Deuxième élément, c'est partager et diffuser ces connaissances produites, les mettre en débat, ne pas les limiter, les réserver à un cercle restreint de sachants sur le sujet, y compris d'ailleurs pour les associations elles-mêmes qui participent à ces recherches. Je pense que et notre fondation y est souvent très attentive. Les enseignements tirés sur un secteur donné sont très souvent extrêmement éclairants pour d'autres secteurs qui ne sont pas du tout dans les mêmes métiers, mais qui finalement rencontrent les mêmes enjeux. Autre nécessité, c'est l'interdisciplinarité. Vous l'avez bien illustré ce matin au travers des différents projets soutenus, avec cet enjeu plus global de voir la recherche sur les associations infuser différentes disciplines, mais également trouver sa place. La question du fait associatif, comment le fait associatif peut trouver sa place et toute sa place dans la recherche d'une part, mais également dans l'enseignement supérieur, quel qu'il soit, et qu'il ne soit pas réservé là aussi à un cercle restreint de passionnés. Je trouve qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour que le fait associatif percole dans l'enseignement supérieur, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs également en sciences dures. Ça m'apparaît tout à fait important. Et dernier élément qui me
qui me frappe en vous écoutant, c'est également la nécessité de faire connaître les méthodes de recherche elles-mêmes et de transmettre ces méthodes. Il y a un patrimoine méthodologique ancien ou en construction, ça n'est jamais terminé, qui est d'une richesse extraordinaire et qui doit lui-même être transmis aux différentes générations de chercheurs, faire connaître aux associations elles-mêmes ce que sont ces fameuses recherches, actions et recherches participatives. En cela, je vous signale d'ailleurs que la chaire Terre ESS de Bordeaux, qui a fêté son premier anniversaire vendredi dernier, a mis au cœur de son projet cette dimension de recherche-action. Il va même créer, ils l'ont annoncé vendredi, un module de formation pour les associations, c'est-à-dire comment faire connaître déjà aux associations le potentiel de recherche et de chercheurs qui peuvent être utiles à leur projet. Mieux faire connaître également les dispositifs de financement, thèses, chiffres, etc. Mais également les former à ce qu'est une recherche-action pour bien concilier les savoirs et, comme le soulignait Yannick, avoir toute la rigueur méthodologique qui permet à la fois de traiter une situation réelle et un besoin réel, tout en produisant de la connaissance utile pour les autres dans le temps et dans l'espace. Voilà quelques mots peut-être sur ce que m'inspirent vos travaux. Je m'arrêterai là. Merci Christophe. Je donne maintenant la parole à Patrick Chenu, président du FONGEP. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, moi aussi, je souhaite partager le grand plaisir qu'est le mien de participer à cet échange ce matin et notamment en tant que président du FONGEP, de voir, je veux dire, 4 ans après que le FONGEP ait fait le choix de soutenir des travaux, de lancer avec le CNAGEP des travaux sur les questions des modèles socio-économiques des associations, de voir en quoi cette question-là aujourd'hui devient finalement un sujet, j'oserais presque majeur pour les chercheuses et les chercheurs qui sont présents ici, et que ça a pu effectivement contribuer à ouvrir un champ. Et je pense que c'est un peu comme ça aujourd'hui qu'on situe aussi l'action du FONGEP. Donc, en 2 mots, le FONGEP, c'est le Fonds pour la jeunesse éducation populaire, qui a la particularité d'être une association co-gérée entre l'État et les associations, qui est assez ancienne aujourd'hui, vu qu'elle a été créée en 1964, et qui notamment a accompagné la professionnalisation des associations. On va dire que pendant 50 ans, le FONGEP a permis finalement de structurer et d'accompagner la montée en puissance des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et cette pandémie, cette crise de la Covid-19, forcément, elle nous interroge. Quand je dis nous, c'est à la fois pouvoir public et associations de jeunesse et d'éducation populaire, sur cette phase d'après, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui fait enjeu pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire, comment est-ce qu'on peut les accompagner, les soutenir au mieux face aux réalités actuelles qui effectivement ont été durablement impactées par la crise et la pandémie. Hein. On avait organisé, nous, en 2020, à la fin de l'été, c'était entre août et septembre, une enquête auprès de 4500 structures de jeunesse et éducation populaire, en soi qui bénéficiaient de soutien à travers ces fameux postes FONGEP, ces soutiens à l'emploi associatif et au projet associatif. Et on avait eu un peu moins de 3000 réponses, donc c'était quand même une enquête assez pertinente, qui à la fois questionnait l'évolution des modèles socio-économiques des associations entre 2017 et 2020, mais aussi l'impact un peu plus direct de la pandémie. Et on voyait qu'entre 2017 et 2020, les MSE des associations n'avaient pas tant évolué que cela. Par contre, qu'elles étaient en attente forte d'appui en vue de développer de nouvelles coopérations, de développer de nouveaux partenariats, et on l'évoquait tout à l'heure, et c'était très présent dans les travaux que vous présentiez. Comment est-ce qu'on peut aussi valoriser leur action? On a un sentiment très fort, effectivement, de la part des réseaux associatifs, et de finalement être assez peu valorisés dans leur action. L'autre point qui était significatif sur ces questions-là était aussi le besoin de temps et de stabilité pour expérimenter. C'est-à-dire
on n'accompagne pas les mutations de modèles socio-économiques si on n'a pas un petit filet de sécurité, un peu de temps et un regard bienveillant aussi des partenaires sur ces périodes-là. Et très rapidement, pour la question de l'impact de la pandémie, on s'est rendu compte que les structures s'étaient surtout fortement appuyées sur des mobilisations internes. Et finalement, avait assez peu activé les leviers de coopération. Donc, c'est vraiment un des enjeux aussi là qu'on pense fort en cette sortie, on peut espérer en tout cas, de crise et de pandémie, que la question de l'appui aux coopérations, de la facilitation de ces coopérations et sans doute de l'ingénierie de l'accompagnement qui va avec, parce que ça ne se décrète pas et ça va je ferai juste une petite incise par rapport à ce que j'ai entendu, tout à l'heure sur les travaux en cours. J'entendais sur un des travaux, en plus avec des chercheurs, en l'occurrence que je connais, mais sur la question de la crise de la légitimité des têtes de réseau. Je pense qu'il y a une vraie tension là-dedans, parce que le diagnostic qu'on fait quand même au niveau du FONGEP sur 2020, c'est que les têtes de réseau n'ont jamais été aussi légitimes auprès de leurs membres. C'est-à-dire que l'appui apporté par les têtes de réseau associatives durant la pandémie, que ce soit l'accompagnement, le conseil, les appuis juridiques, l'analyse, la capacité à soutenir l'invention, le redéploiement, n'a jamais été aussi fort. Et finalement, y compris dans des situations qui pouvaient être un peu distendues, ont relégitimé fortement la nécessité de tête de réseau. Il n'est sans doute pas la même chose de leur relation avec les pouvoirs publics et les partenaires. Je pense qu'il y a une vraie tension dans ces questions-là. Yannick, tu l'évoquais dans ton introduction sur les relations avec les équipes. Et je crois qu'on a quelque chose d'intéressant qui s'est joué aussi dans cette relation-là entre associations locales, je vais dire, ou associations et têtes de réseau. Et tête de réseau. Et enfin, pour le FONGEP, effectivement, j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi un lieu où on a pu, durant cette pandémie, inventer avec l'État des dispositifs de soutien un peu d'urgence aux associations, ce qui n'est pas notre habitude, mais je prendrais pour exemple le fonds de soutien aux colonies de vacances et aux organisateurs de classes de découverte. L'État avait mobilisé 15 millions d'euros pour appuyer les associations de ce secteur. Et c'est vrai que le pari qu'on fait au FONGEP dans notre logique co-gestionnaire, c'est on est obligé de tomber d'accord au FONGEP entre partenaires publics et associations. Donc, ça nous oblige aussi à un moment à raffiner, je vais employer ce mot-là, les dispositifs publics qui nous sont confiés. Comment est-ce que dans une association comme la nôtre, on est en capacité de faire qu'à un moment, un dispositif de soutien pensé par les acteurs publics correspond bien aux besoins des réseaux associatifs. Et c'est vrai que c'est sur ce point-là où je pense qu'on a un vrai chantier à mener. Donc, les associations sont comme l'ensemble des réseaux de l'univers, des entreprises, des acteurs, etc., confrontés aux grandes transitions de cette période. Et il nous semble important, pour une association comme le FONGEP, de penser demain aujourd'hui, c'est-à-dire de quel dispositif va-t-on avoir besoin pour accompagner les associations face à ces grandes transitions, qu'elles soient écologiques, numériques ou sociales. Et je pense que c'est là où on a besoin de vous, c'est là où on a besoin de travailler avec des équipes de recherche, et là on a besoin de travailler avec des gens qui sont au fait aussi des réalités associatives et qui sont aussi en capacité de rendre accessibles ces travaux, de rendre accessibles ces connaissances, de les partager avec les associations. Et là, je pense que c'est le rôle extrêmement précieux que peut jouer l'IFMA, je dirais, dans ce processus. Et au niveau des associations de jeunesse et d'éducation populaire, on est bien évidemment extrêmement preneur de ces travaux, de leur transposition, je dirais même de leur vulgarisation à un moment pour qu'elles soient appropriables par les réseaux associatifs. Voilà, je terminerai là-dessus, mais en tout cas, très heureux d'être avec vous et d'avoir rejoint ce club un peu des soutiens à l'IFMA, et ça me semble absolument essentiel aujourd'hui. Merci Patrick. Effectivement, le FONGEP, dont on donnait pas cher il y a quelques années, et l'éducation populaire qu'on pensait être un acteur du passé, a fait un considérable travail d'entrer dans la transition, on peut dire, à tout point de vue, et ça mérite d'être souligné. Je vais maintenant donner la parole à Diane de Maréchal de l'Institut CDC pour la recherche. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Ok, super. Donc moi, je suis Diane de Maréchal, je fais partie de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Je représente ici aussi la Banque des territoires et notamment le département cohésion sociale et territoriale, qui est le département au sein de
de la Banque des territoires qui soutient l'économie sociale et solidaire et notamment le secteur associatif. Donc, vous le savez, donc, je ne vais pas revenir sur l'analyse de la crise sur les associations, mais c'est vrai que c'est intéressant de notre point de vue parce qu'il y a à la fois un positionnement en termes de réactivité, d'adaptation, de nouvelles, en tout cas de remise à l'ordre du jour des tissus de solidarité par le secteur associatif, mais avec l'ensemble des autres acteurs, et puis vraiment une souffrance aussi de ce monde associatif. Donc, vous le savez, la Banque des territoires, donc c'est le côté financeur, mais aussi accompagnateur. On est vraiment historiquement très, très en lien avec l'économie sociale et solidaire et les associations en priorité. Et nous, on intervient auprès des collectivités locales. Donc, c'est pour ça que l'enjeu territorial est primordial chez nous. Au niveau des accompagnements, vous connaissez bien entendu le dispositif local d'accompagnement dont on est le partenaire historique et fondateur. Ce que je souhaitais dire par rapport à la crise, c'est que vraiment, on voit que la crise, elle a affecté les territoires d'une façon nouvelle. Et nous, c'est pour ça aussi que l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, on est là pour alimenter l'ensemble des acteurs au sein de la Banque des territoires, mais aussi au-delà, sur ces éléments-là. Et nous, on travaille notamment avec l'Observatoire des impacts territoriaux de la crise. Donc, je vous invite à aller le voir si vous ne le connaissez pas, qui réalise des cartographies et des analyses sur l'impact sur les territoires de cette crise. Et on se rend compte qu'il n'est pas du tout le même, par exemple, par rapport à la crise de 2008, parce que là, on est vraiment dans un arrêt d'activité économique, et ce qui fait que les territoires qui avaient été touchés en 2008 plus directement ne sont pas les mêmes, et qu'il y a des capacités de résilience de certains territoires qui ont vu le jour. Donc, c'est intéressant de voir qu'on est dans un paradigme différent. Et nous, vous le savez, la Banque des territoires, elle a été très mobilisée dans le cadre du plan de relance, et notamment auprès de l'économie sociale et solidaire. Et tout ce contexte-là fait que voilà, on a besoin, nous, de réfléchir un peu sur des nouvelles façons d'intervenir auprès des acteurs locaux et de voir comment on peut être encore plus effet levier au sein de la Caisse des dépôts. Et c'est pour ça qu'on a, quand l'IFMA est venu nous voir sur ces questions-là, on s'est dit que c'était le bon moment, effectivement, de participer à cet appel à projet. Ce qui est intéressant, c'est que justement, donc nous, on a l'habitude d'intervenir, l'Institut plutôt auprès de recherche. On intervient en soutien et en cofinancement, mais là, on est sur un appel à projet qui permet de traiter en même temps toute une diversité d'axes de recherche et de problématiques. Et voilà, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de savoir comment les associations ont été impactées par cette crise, quelles stratégies de résilience elles ont pu mettre en place, d'analyser aussi leurs caractéristiques internes qui leur a permis ou pas d'ailleurs de traverser cette crise, et puis de mesurer l'impact de leurs actions, qui est pour nous une condition vraiment essentielle en tant que financeur de l'économie sociale et solidaire. Donc, juste pour rappeler un peu l'Institut pour la recherche, donc nous, on est au sein du service communication de la Caisse des dépôts. Je voyais des questions sur la façon dont on allait pouvoir diffuser les travaux. C'est aussi un de nos enjeux, c'est de diffuser les travaux qui sont réalisés par le biais de notre soutien. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on en parle beaucoup avec l'IFMA sur la façon dont on pourrait valoriser les travaux pour créer des passerelles à la fois entre le monde de la recherche et les acteurs locaux, et puis avec les acteurs opérationnels, et en même temps éclairer un peu les décisions stratégiques de la Caisse. Donc, pour nous, c'est cette crise, il faut la voir aussi comme une opportunité pour développer des nouvelles connaissances du monde associatif. Moi, je trouve que les sujets qui sont abordés dans le cadre de cet appel à projet, ils rejoignent complètement nos préoccupations. Donc, on est très content. On est très content que ce soit aussi des recherches-actions. Donc, il y a eu pas mal d'échanges et de débats autour de ça. C'est vrai que nous, on est vraiment sur des actions, des recherches qui sont très ancrées sur les territoires. Donc, de valoriser des recherches-actions qui puissent être diffusées à la fois auprès des acteurs associatifs, mais aussi au monde de la recherche, c'est particulièrement pertinent. Je vais terminer très rapidement, parce que je sais que le temps est compté, simplement pour donner quelques éléments
thématiques, de sujets qui nous intéressent particulièrement. Alors, celui des modèles économiques, bien entendu, au regard de la crise, pour voir comment est-ce que la Banque des Territoires peut soutenir et s'insérer dans ces modèles économiques. On a parlé pendant des années d'hybridité des ressources, d'aller chercher des ressources privées pour les associations, etc. Mais on sent que cette crise, elle permet peut-être aussi de créer des nouvelles coopérations, des groupements d'associations, des mutualisations. Alors, on a parlé de tiers-lieux, mais il y a aussi certainement d'autres coopérations qui peuvent être créées à l'occasion de cette crise, qui préexistait déjà peut-être avant, hein, mais l'intérêt de les analyser, et notamment la place des collectivités locales dans ces coopérations. Yannick Blanc en parlait en introduction, et je pense que c'est vraiment essentiel, et que c'est pour ça que moi, j'aime bien voir ça comme une opportunité de nous dire qu'il y a peut-être une nouvelle place des collectivités auprès des associations qui peut être trouvée, et je trouve que c'est vraiment essentiel. Le rôle aussi des associations dans la transition écologique, il y a un projet sur l'alimentaire qui nous intéresse particulièrement. Vous savez qu'on est très investi dans les programmes alimentaires territoriaux et que c'est un sujet essentiel, mais aussi il y a d'autres sujets, hein. Il y a le sujet de la santé, il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles on sait que le monde associatif a à intervenir. Je voulais citer aussi l'insertion et puis les sujets de déploiement, de changement d'échelle, qui sont… il y a énormément de choses à dire par rapport à ce sujet-là, mais vous savez que nous, on a lancé des dispositifs. Alors, on a des fonds d'investissement, de financement sur le changement d'échelle, mais aussi la problématique de l'accompagnement de ce déploiement au changement d'échelle qui est primordial. Et puis terminer, parce que je l'ai entendu aussi, et je trouve que c'est très important, et d'où l'intérêt des recherches-actions vraiment ancrées sur les territoires, c'est le rôle des associations selon les types de territoires. Vous savez que nous, on soutient, on est partie prenante d'un certain nombre de programmes territoriaux, notamment le programme Action Cœur de Ville, qui va être relancé à partir de l'année prochaine, donc Action Cœur de Ville 2, mais aussi les programmes Petites Villes de demain. Et on ne prend pas assez en compte le rôle des associations dans les dynamiques territoriales sur ces territoires. Alors ça, c'est 2 exemples de programmes, mais sur ces territoires, et je trouve que ce serait un axe de recherche qui pourrait être particulièrement pertinent pour montrer l'impact des associations sur les territoires et aussi dans les dynamiques économiques. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, bravo à l'IFMA de suivre ces recherches, et puis d'être un institut auprès de nous, parce qu'on fonctionne de la même manière. Donc, ça nous permet d'avoir un partenariat avec eux très opérationnel. Merci Diane. Je profite de votre intervention pour souligner qu'il y a un élément de problématique qui court à travers nos travaux, qui est de savoir si le modèle entrepreneurial et le modèle associatif ou coopératif sont en tension ou en combinaison, notamment dans les tiers-lieux. Laurent Verdun soulignait tout à l'heure la diversité des modèles économiques et des modèles organisationnels des tiers-lieux. Il y en a effectivement qui sont à dominante entrepreneurial, business, on dirait aujourd'hui, d'autres qui sont franchement coopératifs et transformatifs. Mon intuition, c'est que la notion même de tiers-lieu, parce qu'elle est plastique, elle est parfois un peu difficile à cerner, est probablement très propice à la combinaison de ces différents modèles. Guillaume Plaisance a évoqué les scénarios de la Fonda qui opposaient l'influence du modèle entrepreneurial et l'influence du modèle coopératif. Il me semble que c'est un bon sujet pour l'IFMA que d'essayer d'organiser le débat entre ceux qui analysent les tensions entre les modèles et ceux qui militent d'ailleurs pour un modèle contre un autre. Il y en a un certain nombre. Et puis l'observation qui permettra peut-être d'observer la façon dont les différents modèles se combinent. Merci beaucoup Diane, et je donne maintenant la parole à Mathilde Renaud-Tinacci de l'INGEP. L'INGEP qui est un partenaire de l'IFMA, non seulement parce qu'il a contribué au financement de nos appels à projets, mais parce que Mathilde est dans la gouvernance de l'IFMA et que nous sommes vraiment là des partenaires opérationnels. Mathilde, je te donne la parole.
Merci beaucoup Yannick. Bonjour à tous, puis merci pour l'ensemble des présentations, pour l'invitation à parler un peu de ce qu'on voit dans cette connaissance aussi du côté de l'INJEP. Alors peut-être en 3 points pour essayer d'être un peu synthétique. Premier point, c'est que déjà, un des objectifs principaux de l'INJEP, c'est d'être à la fois producteur de connaissances en tant qu'institut de recherche et de statistiques publiques, mais aussi en soutien de la connaissance, a fortiori la connaissance académique, puisqu'on ne peut financer et soutenir que ce qui est rattaché de près ou de loin à la production de connaissances académiques. Et du coup, c'est soutenir la connaissance sur la vie associative, notamment en temps de crise, c'était dans ces objectifs pour nous primordial, sachant qu'on a vu en tout cas à l'INJEP beaucoup de recherche être mis en place sur les questions de jeunesse, qui est un des axes sur lequel on travaille, et finalement peu de choses du côté de la vie associative, si ce n'est du côté de la littérature grise, et c'est une très bonne chose. Il ne s'agit pas là de dire que c'est pas bien d'avoir cette connaissance-là, mais voilà, d'être vraiment en soutien, quitte à dynamiser un petit peu la recherche par ce soutien sur la recherche académique sur cette connaissance-là dans un contexte post-crise sanitaire. Ça, c'est pour une première chose. Deuxième chose, c'est que finalement, une partie des recherches qui ont été soutenues dans le cadre de cet appel à projet à l'IFMA s'intéresse à la question des modèles socio-économiques, et c'est un cycle de recherche et de réflexion qu'on a depuis à peu près 2019 à l'INJEP, aux côtés d'ailleurs du FONJEP, avec qui on est en partenariat sur pas mal de choses sur ce sujet-là. Et du coup, évidemment, c'était un peu toujours dans cette même lignée que de soutenir un certain nombre de recherches sur ces questions-là qui nous semblent aujourd'hui primordiales vu la transformation assez rapide des contextes économiques qui concernent les associations, des relations aussi partenariales et de coopération. Donc, c'était pour nous primordial de soutenir des recherches qui s'intégraient sur ces thématiques. Mais évidemment, il y en avait d'autres. Je pense notamment à la recherche qui questionne les têtes de réseau. Ça aussi, c'est des sujets qui nous semblent vraiment, vraiment pertinents. Troisième raison pour nous de soutenir de tels projets, c'est sans doute l'intérêt qu'on a de voir des effets performatifs de ces recherches. Je donnerai juste un exemple, mais il me semble, et je laisse peut-être Patrick Chénu me corriger, mais il me semble que les recherches qui ont été soutenues par le FONJEP sur la question du modèle socio-économique ont porté leurs fruits du côté de la vie associative, c'est-à-dire qu'en même temps qu'elles produisaient de la connaissance, elles ont eu des effets très importants sur le monde associatif, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous, et c'est d'ailleurs, au-delà d'avoir un effet performatif sur le monde associatif, c'est aussi d'avoir un effet performatif, pourquoi pas sur les pouvoirs publics, et si ce n'est performatif, en tout cas un rôle pédagogique. La connaissance peut être utilisée à des fins pédagogiques, peut enseigner, apprendre au pouvoir public à mieux appréhender la création de valeur du côté des acteurs associatifs, à mieux appréhender toutes les plus-values qu'ils ont et qui n'étaient pas peut-être mentionnées, pensées en amont dans des évaluations. Voilà, un petit peu ces 3 grands schémas-là, et sachant qu'on a à cœur de valoriser. Alors évidemment, on ne peut pas faire valoriser l'ensemble des publications dans nos collections parce qu'on a des équipes quand même un peu réduites, mais de valoriser quand c'est possible toute une partie des travaux qui sont publiés, de ces travaux de recherche qui sont publiés et soutenus par l'IFMA et l'ensemble de ses partenaires, de les publier dans nos collections. Donc on a un certain nombre de collections, une collection notamment notes et rapports qui publie, vous pouvez tous les retrouver sur le site de l'INJEP, c'est en accès libre, et ça passe à la moulinette de l'édition qui met en forme, qui vérifie, et ça permet quand même de diffuser facilement cette recherche et de la rendre accessible notamment pour les décideurs, notamment pour les acteurs et notamment pour d'autres chercheurs. Et puis il y a d'autres formats que je vous laisserai découvrir qui sont plus à des fins de communication. Des 4 pages, des fiches repères qui ont plutôt des vocations pédagogiques, mais qui sont aussi des façons de mettre
mettre en lumière en fait cette connaissance nouvelle sur le monde associatif, et je vais m'arrêter là pour respecter le temps qui m'est imparti. Je suis très sage, Florian et Claire. Merci beaucoup, Mathilde. Nous avons plusieurs commentaires et questions. Tessa Berton, Lucie Manoury, Nadège Nicolet, sur d'une part les relations tripartites, acteurs publics, associations, acteurs privés, entreprises et fondations, qui était un enjeu de connaissance, mais aussi sur le couple fondation-association. Sur ce dernier point, l'Institut a effectivement constaté des univers assez indépendants entre la recherche sur la philanthropie et la recherche sur le monde associatif, alors qu'il y a vraiment des enjeux de connaissances importants avec une incidence sur les modèles socio-économiques et sur la contribution sociétale et démocratique. Donc, d'ailleurs, je suis ravi de compter quelques grands acteurs de la philanthropie parmi les participants aujourd'hui, en complément bien entendu de la Fondation de Crédit Coopératif, mais la Fondation de France qui était un partenaire fondateur de l'Institut, un esprit de famille, mais aussi la Fondation RTE avec qui nous lançons un groupe de travail sur le fait associatif et les territoires. Peut-être sur cette question de l'enjeu de connaissance du couple philanthropie-association, est-ce que Christophe Vernier, tu veux réagir ? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. C'est quoi l'articulation? Enfin, quel est le sujet en fait? C'est l'enjeu de renforcer la connaissance des relations entre la philanthropie et le monde associatif. Ah, des relations, d'accord. Ben, là, il y a plusieurs dimensions possibles. C'est vrai que du point de vue de la Fondation Crédit Coopératif, moi, je constate qu'il y a encore peut-être un petit gap entre certaines fondations dont le cœur de métier, c'est l'intérêt général au sens large, sans forcément prendre conscience de l'inscription du fait associatif, d'une part, et des fondations elles-mêmes dans l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est quelque chose qui me frappe. Et d'autres fondations qui ancrent leur action dans l'économie sociale et solidaire, en vous rappelant au passage que les fondations ont été formellement inscrites dans l'économie sociale et solidaire que très récemment par la loi Hamon de 2014, faisant suite à un débat un peu compliqué sur le fait de savoir si les fondations avaient une dimension démocratique, donc s'inscrivaient dans l'action collective. De fait, elles n'ont pas un fonctionnement démocratique, puisqu'on n'est pas sur des structures dont les dirigeants sont élus par une base quelconque. Et puis, il y a énormément de typologies de fondations. Mais je sens, moi, à la faveur probablement de la crise aussi, une prise de conscience accentuée, renforcée de ce que le monde associatif joue en termes de transformation de société et par là même de l'appel aux fondations comme élément structurant de ces actions, avec le débat que Yannick, tu as effleuré sur le financement du fonctionnement versus ou de la structure versus financement de projet. Là, il y a une petite tension de mon point de vue dans la mesure où ce qui se passe actuellement plaide pour aller vers plus de financement structurel. On voit bien que les associations ont besoin de financement de long terme, pluriannuel, et puis un cadre général comment exprimer ça pudiquement. Les pouvoirs publics, depuis quelques années, ont quand même un regard assez attentif sur la notion d'intérêt général, l'éligibilité au mécénat, et plaident de plus en plus pour du financement de projets très circonscrits, avec un début, une fin, un délivrable, ce qui ne va pas faciliter le financement structurel des associations. Donc là, il y a un vrai sujet.
Rappeler au passage aussi, et les travaux de Viviane Chanonog et Lionel Proutot le montrent, que dans les modèles économiques et le panier de ressources dont disposent les associations en France, la place du mécénat reste relativement stable depuis une dizaine d'années. Elle est autour en moyenne de 4-5%. Mais elle ne finance pas forcément la même chose. Voilà, je m'arrêterai là parce que je n'ai pas d'éléments beaucoup plus précis de réponse. Merci Christophe, et je signale que l'Institut vient d'achever un groupe de travail sur les modèles socio-économiques et la création de valeur. Nous avons plaisir, la date n'est pas encore programmée, mais à vous en partager les résultats prochainement. Bien, écoutez, je pense que c'est le temps de la conclusion. Donc, je vous remercie. Merci à toutes et tous, lauréats et partenaires, pour vos témoignages. Le champ est aussi vaste que passionnant, et je crois que cette matinée aura vraiment montré à quel point la connaissance est un enjeu majeur pour le monde associatif, pour sa résilience aujourd'hui, pour son développement demain. On vient d'entendre aussi nos partenaires nous dire à quel point la période que nous traversons était une occasion de connaissance particulière pour le monde associatif, pour comprendre les connaissances durables de la crise pour les associations, mais aussi les tendances de fond qui ont été révélées, et leurs forces et fragilités structurelles. Une occasion aussi pour mieux connaître la façon dont les associations contribuent à transformer la société par les solutions qu'elles inventent face à la transition climatique, à la crise démocratique, aux défis économiques et sociaux. Et puis, dans la diversité des projets qui nous ont brillamment exposés, nos lauréats ont, je crois, témoigné de ce qu'ils pouvaient apporter en termes de reconnaissance pour le monde associatif, mais aussi d'accompagnement pour les acteurs. Mieux reconnaître le monde associatif, c'est d'abord permettre que ces spécificités soient davantage connues par rapport à d'autres modèles comme les social business models, de documenter aussi ces spécificités françaises par rapport au modèle international de non-profit. C'est permettre que son utilité sociale soit mieux mesurée, et puis c'est mieux comprendre également son apport au territoire. Et puis mieux accompagner les acteurs, c'est nourrir leurs réflexions pour qu'ils puissent surmonter les contraintes, adapter leur modèle socio-économique, transformer leur gouvernance, déployer leur stratégie de coopération et d'alliance. C'est éclairer leur prospective, l'évolution des formes de travail, d'engagement bénévole, les défis managériaux qu'ils devront relever. Et enfin, mieux accompagner les acteurs, c'est analyser quels sont les facteurs favorables à leur épanouissement au sein de leur environnement institutionnel, comme le rôle des fédérations et méta-organisations, ou encore les dispositifs de soutien à leur résilience ou au déploiement des innovations. Voilà tout ce que nous attendons de ces recherches importantes qui vous ont été présentées pour la connaissance comme pour le monde associatif. Je voudrais, pour terminer, remercier encore nos partenaires, sans qui nous n'aurions pas pu soutenir ces nouvelles recherches. Je voudrais saluer l'intelligence collective, en particulier, qui nous a réunis pour choisir ensemble et avec une grande synergie de vues nos lauréats. Je voudrais bien entendu également remercier l'ensemble de l'équipe de l'Institut, les membres de notre jury, de notre comité scientifique, mais aussi les chercheurs bénévoles qui nous ont apporté leur expertise. Et je n'oublie pas de remercier Claire Bréchard, qui a été à la manœuvre pour l'organisation de notre appel à projet et de ce webinaire. Voilà, pour terminer, je souhaite d'excellents travaux aux équipes de recherche. Nous leur donnons rendez-vous fin 2022 pour partager le plus largement possible leurs résultats. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à suivre les actualités de l'Institut sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt.